On en arrive aux fiches de synthèse de la soirée. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails, notamment sur la propagation et les antennes, c'est la vidéo numéro 9. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir la manip de la soirée, c'est l'utilisation du logiciel MMANA qui permet de simuler des antennes, ou tout au moins ça permet comme ça de voir ce que peut donner une antenne, tant en SWR que sur les lobes de rayonnement de cette antenne. Donc ça, c'est toujours très intéressant, même si c'est pas exactement évidemment la réalité des faits, puisque souvent quand on modélise une antenne, on a du mal à modéliser l'environnement autour de l'antenne, mais voilà, ça donne déjà une pas trop mauvaise idée de ce que peut donner une antenne. Sur le document PDF, c'est la page 78, et ici donc vous avez la page HTML qui est identique à la page 78. Vous remarquez également qu'on a changé de section maintenant, après avoir vu les composants passifs et actifs, qui étaient donc l'objet de la section B. Maintenant, nous allons voir les sujets purement radioélectricité. Voilà, donc on en arrive à la dernière partie du cours qui me semble la plus intéressante, même si finalement il y a assez peu de questions, et il y a notamment assez peu de questions sur la propagation et les antennes. Mais on va revenir dessus quand on verra les questions d'examen. 4 petits slides rapidement pour résumer tout ce que l'on a sur la vidéo numéro 9. Il y a beaucoup d'autres choses sur cette vidéo, mais voilà, on va s'intéresser qu'aux parties où il y a des questions. Premièrement, la longueur d'onde. Alors déjà, qu'est-ce qu'une longueur d'onde? Là, donc, on a un schéma là. Donc les ondes se propagent dans leur milieu de propagation, et leur milieu de propagation naturel, entre guillemets, c'est l'air ou le vide. L'air ou le vide, ça a quasiment la même caractéristique. Et donc, il y a la même vitesse de déplacement des ondes électromagnétiques dans l'air ou dans le vide. Cette vitesse de déplacement des ondes magnétiques, ça s'appelle la vélocité. Ah. Et donc, puisque les ondes se déplacent à une certaine vitesse, en fait, la longueur d'onde, c'est la longueur d'une période dans ce milieu de propagation. Donc là, par exemple, j'ai une onde ici qui fait 3 Hertz, puisque ici c'est 1 seconde. J'ai 1, 2, 3 périodes. Donc ma période c'est 3 Hertz, et ma longueur d'onde, bah, si on dit que ça c'est 300 km pour 1 seconde, eh bien elle va faire 100 km de longueur d'onde. Alors évidemment, c'est des valeurs qui sont très importantes, et en radio, on n'est pas du tout dans ces dimensions-là, on est beaucoup plus court. Mais voilà, ça me donne une idée de ce qu'est la longueur d'onde. Et donc cette longueur d'onde, elle est typiquement fonction du milieu de propagation. Si le milieu de propagation, si la vélocité n'est pas égale à 300 000 km par seconde, et bien automatiquement la longueur d'onde, elle, va être plus courte, si la fréquence est la même.
La longueur d'onde, elle est systématiquement notée par la lettre grecque L minuscule. Donc c'est ce lambda, là, cette espèce de... Ça ressemble à rien, mais ça ressemble à la lettre grecque lambda. Donc c'est le L grec minuscule. Et on a une relation entre la longueur d'onde et la fréquence. Cette relation, c'est donc la longueur d'onde en mètres, c'est 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Ou inversement, la fréquence en mégahertz est égale à 300 divisé par la longueur d'onde en mètres. On peut aussi utiliser ce triangle, comme pour la loi d'Ohm. Donc voilà, si je veux connaître la longueur d'onde, ben, je cache la longueur d'onde et c'est 300 divisé par la fréquence. Et inversement, si je veux avoir la fréquence, eh bien c'est 300 divisé par la longueur d'onde. Et quand je multiplie la fréquence par la longueur d'onde, ben, ça me donne la vélocité. Hein, c'est-à-dire quand je multiplie la longueur d'onde, c'est-à-dire ça, cette distance-là, multipliée par la fréquence, combien de fois ça se fait en une seconde? Eh ben, j'ai ici ma vitesse de propagation, donc mes fameux 300 000 km par seconde, puisque ici ma fréquence c'est des périodes par seconde. Petit truc en plus sur lequel il y a quelques questions quand même, l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le fait que le milieu de propagation... Alors, en fait, quand les deux stations sont fixes, ne bougent pas de problème, on a toujours la vélocité égale à 300 000 km par seconde. Ça, il n'y a pas de débat. En revanche, dès qu'une des stations commence à bouger, et bouger sensiblement, donc avec une grande vitesse par rapport à mes 300 000 km par seconde, évidemment, si vous bougez d'1 mètre par seconde, ça ne va pas changer la face du monde. Et si vous commencez à bouger à quelques kilomètres par seconde, pour des kilomètres par seconde, il faut quand même y aller, hein, ce n'est pas des kilomètres heure, hein, c'est des kilomètres par seconde, et bien automatiquement, ça va vous changer la vélocité de votre milieu de propagation. Et comme ça va changer la vélocité, et ben du coup, ça va changer aussi la fréquence. Et donc l'effet Doppler, alors l'effet Doppler, il est plutôt connu dans du côté audio. Et ça, l'effet Doppler, c'est typiquement les voitures, quand une voiture vous croise, le son est plus aigu quand la voiture arrive, quand elle approche, et devient plus grave lorsque la voiture s'éloigne. Hein, quand une voiture passe, ça fait et pas l'inverse. Donc on commence par des fréquences aiguës et on finit par des fréquences graves. Et en fait, c'est le bruit du moteur qui est modifié par le fait que mon véhicule est en déplacement. Eh bien, pour la radio, ça va fonctionner exactement de la même manière. Lorsque la station se rapproche, la fréquence va être supérieure, et lorsque la station s'éloigne, la fréquence va être inférieure. Voilà. Et ça peut jouer, selon les bandes, jusqu'à quelques kilohertz. Donc sur 144, c'est pas trop sensible. Mais par contre, quand on commence à augmenter les fréquences, et notamment avec des satellites, puisque eux se déplacent à des vitesses quand même assez importantes, hein, l'ISS, je crois que c'est 9 km par seconde, quand même, et donc du coup, ça fait une petite variation de la fréquence par rapport à la fréquence sur laquelle l'ISS émet. Et ça, c'est valable pour tous les satellites.
en mouvement. Donc voilà, il y a quelques questions sur l'effet Doppler. Sur la propagation des ondes en elle-même. Donc dans le cours, voilà, je vous ai mis un beau schéma. Voilà, c'est quand même assez dense. Il y a plein d'informations, voilà, qui sont peut-être pas trop à détailler. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il y a trois modes de propagation différents. Les ondes directes, donc, et là tout simplement les antennes sont en vue l'une de l'autre. Ça fonctionne sur toutes les fréquences. Mais par contre, ce n'est pas obligatoirement le mode de propagation privilégié pour certaines fréquences. Par exemple, les ondes de sol, elles sont plutôt dans les bandes basses, donc avec des longueurs d'onde grosso modo jusqu'à 100 mètres à peu près de longueur d'onde, donc jusqu'à 3 mégas. Ça s'arrête, enfin, selon les heures de la journée, on va le voir après, mais ça peut aller jusqu'à 2-3 mégahertz. Donc les ondes de sol, les ondes suivent le relief terrestre, donc c'est typiquement ces ondes-là qui suivent le relief terrestre. Alors plus précisément, les ondes, elles se baladent entre le sol et la couche D qui est ici, à 50 km d'altitude. Voilà, donc les ondes, elles sont piégées entre ces deux. On appelle ça un guide d'ondes. Voilà. Les ondes, et ça fonctionne relativement bien dans la journée et pas trop mal la nuit. Et enfin, on a les ondes réfléchies, qui sont des ondes très spéciales que les anglophones, ils appellent ça des ondes de ciel, des sky waves. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les ondes, elles se réfléchissent sur les hautes couches de l'atmosphère, notamment les couches E et F. Hein, il y a plusieurs strates, plusieurs couches. La couche A, c'est la troposphère, c'est là où voilà, c'est là où il y a l'oxygène, donc c'est là où on peut vivre. B et C, ce sont des couches intermédiaires qui ne nous intéressent pas du tout. La couche D, elle a plutôt tendance à absorber les ondes qu'à les réfléchir. Et on a les couches E et F, où on a de la réfraction et de la réflexion. Alors réfraction, c'est le fait que les ondes, elles commencent à se courber, et réflexion, bah, ça se réfléchit. Et selon les conditions de ionisation, puisque ça c'est la ionosphère, hein, D, E et F c'est la ionosphère, selon les conditions de ionisation de ces trois couches, eh bien l'altitude de réflexion et de réfraction va changer. Enfin l'altitude, mais aussi la fréquence pour laquelle, puisque selon la fréquence, ben, la couche soit va seulement réfracter et réfléchir si les conditions sont requises. Et une fois que les ondes ont été réfléchies, ben évidemment, ça retombe sur Terre. Ça retombe sur Terre, c'est encore une nouvelle fois réfléchi, et ça repart dans l'espace. Alors c'est réfléchi, mais tout va dépendre finalement d'où ça tombe sur la Terre. Alors évidemment, pas de question à l'examen là-dessus, ce serait quand même un peu tordu.
Et ce qui est important aussi, c'est que compte tenu de l'altitude ici de réflexion et de la courbure de la Terre, eh ben en fait, entre deux points, pour un seul bond, ça s'appelle un bond, hein, ce que l'on fait là, et si on vise l'horizon, bien entendu, euh, en fait, un bond ne peut pas dépasser 4000 km. Si on a une ionosphère aux alentours de 600 km d'altitude. Puisque là, l'altitude, selon les heures de la journée, selon la saison, l'altitude maximum de la couche F, c'est entre 250 et 650 km. Voilà, là je vous ai mis les altitudes. Ça vous donne déjà une idée. Là, j'ai mis ça en italique, même s'il y a des questions à l'examen qui sont... Alors, c'est pas des questions sur cette partie-là, mais c'est sur les conséquences de ce que l'on va voir. Donc la ionosphère, donc c'est mes couches D, E et F, qui sont donc la zone la plus élevée de l'atmosphère, puisque au-delà de cette ionosphère, là, on sort de l'atmosphère et ça devient la magnétosphère. Et donc cette ionosphère, elle est ionisée, c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là, par le Soleil. Et donc si je vous dis par le Soleil, ça veut dire que la ionisation diminue la nuit, puisque la nuit, il n'y a pas de Soleil. Et puis aussi, ça va être fonction de l'activité solaire. Si le Soleil est calme, ou si au contraire, il y a de l'activité, et donc s'il y a de l'activité, ça veut dire qu'il y a du flux solaire, et ce flux solaire, ça va générer des rayonnements UV, et donc ça va ioniser la ionosphère. La ionosphère, elle est constituée de gaz, notamment hydrogène, et d'électrons libres. Alors ce sont des gaz qui sont ionisés, c'est-à-dire qui ont perdu leur électron, mais l'électron, il n'est pas comme ça, il n'a pas disparu, mais c'est juste un électron libre. Et donc ces gaz ionisés, là, dans la ionosphère, il y a essentiellement des gaz ionisés et des électrons libres. Et c'est ce que l'on appelle donc le plasma. Et selon l'abondance de ces électrons libres et de ces gaz ionisés, bah, ça donne plus ou moins de la réflexion pour les ondes électromagnétiques, tout au moins ça va dépendre après de la fréquence qu'on va utiliser. Évidemment, ces caractéristiques ne sont pas uniformes sur toute la ionosphère. Donc d'une part parce que c'est dû au rayonnement solaire, donc quand il fait nuit, il n'y a plus de rayonnement solaire, donc la ionosphère a tendance à être moins ionisée, tout au moins la ionisation descend au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Et puis il y a aussi l'effet été-hiver, où évidemment si la ionosphère elle est ionisée pendant plus de temps, ben, elle sera meilleure conductrice, et si elle est conductrice, elle va réfléchir les ondes électromagnétiques. Les autres... donc, ma ionosphère, elle est répartie ici en 3 couches, D, E et F. La couche D, elle va atténuer ou absorber les ondes qui la traversent. La couche E, elle, normalement, elle n'est pas là pour
réfléchir, elle est plutôt là pour réfracter les ondes. Donc les ondes, elles vont juste changer de direction. Mais dans certains cas, ça peut, pour certaines fréquences, ça peut servir de zone de réflexion. C'est ce qu'on appelle les sporadiques E en VHF. Et puis enfin, on a la couche F qui se scinde en deux couches distinctes la journée et se recombine en une seule couche la nuit. Donc voilà, c'est un truc un peu compliqué. Voilà, dans le cours, je vous en ai mis plein, donc si ça vous intéresse, vous avez tout le loisir de lire ça, et il y a des tas d'informations qu'on trouve sur Internet, donc allez-y, cherchez, vous allez voir, il y a plein d'informations, malheureusement, qui ne servent pas beaucoup pour le passage de l'examen. Sur l'activité solaire aussi, on peut en trouver pas mal. Et puis donc, les prévisions de propagation, parce qu'on peut faire aussi des prévisions des ondes réfléchies. Donc les ondes réfléchies, grosso modo, c'est les ondes comprises entre 2 mégas ou 1,5 mégas et au plus loin 144 mégas, enfin 150 mégas on va dire. Voilà, ce qui donne déjà un bel échantillon. Et ça c'est au plus large, dans les extrêmes, mais ce qui marche bien généralement c'est de 3 mégas jusqu'à 25-30 mégas. Ça marche régulièrement. Et donc ces prévisions de propagation, elles sont données en fonction de l'activité solaire. Donc il faut aller chercher l'activité solaire, et évidemment elles sont données pour une date et une heure. Voilà, donc ça c'est pour la propagation. Vous allez voir, il y a relativement peu de questions sur la propagation. C'est toujours les mêmes questions concernant la propagation. Enfin, il y a des questions, des généralités, mais il y a aussi des trucs un peu plus tordus. Pour la partie des antennes, donc le deuxième point de la soirée, j'ai essentiellement des questions sur le doublet demi-onde qu'on appelle aussi le dipôle. Mais ce sont des questions qui sont sensiblement équivalentes à ce que l'on trouve dans la partie réglementation. Donc voilà, on rappelle que le doublet demi-onde, c'est une demi-longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un doublet demi-onde. Et si bien que il est alimenté ici en son centre, si bien qu'il est constitué en fait de 2 quarts d'onde. Puisque ici, concrètement, d'un côté ici, je connecte l'âme de mon coaxial, et je connecte ici la tresse de mon coaxial, les deux parties du câble qui évidemment ne sont pas en contact. Et je ne fais pas de contact ici entre les deux. Donc là j'ai bien 2 quarts d'onde, et lorsque ce dipôle est en espace libre, donc loin de tout obstacle, et quand on dit loin de tout obstacle, c'est à plus de 3 longueurs d'onde de tout obstacle. Et le sol, par exemple, est un obstacle. Donc 3 longueurs d'onde, tout dépend sur la fréquence sur laquelle vous êtes. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi d'avoir une idée de la longueur d'onde par rapport à la fréquence sur laquelle vous êtes. Sur 144, le 2 mètres, évidemment, une antenne, ça sera facile à la positionner loin de tout obstacle. Loin de tout obstacle, c'est 6 mètres. Ça va. Si je suis sur 80 mètres,
Là, c'est plus du tout pareil. Loin de tout obstacle, c'est 240 mètres. Et je rappelle, le sol est un obstacle. Donc 240 mètres, éloigné de 240 mètres du sol ou de tout obstacle, ça commence à devenir compliqué. Donc on peut dire que les antennes en décamétrique, donc jusqu'à de 3 à 30 mégas, et les fréquences évidemment inférieures, on ne peut pas dire que les antennes sont en espace libre. Elles sont toujours proches de l'obstacle, d'un obstacle et notamment de la Terre. Donc mes 73 ohms là, c'est l'impédance de mon dipôle en espace libre. Alors, lorsque je me rapproche de la Terre ou d'un obstacle, l'impédance diminue, mais elle ne va pas diminuer pour devenir nulle, évidemment, mais elle va diminuer un petit peu. Et c'est ça qui va être un peu compliqué, c'est estimer ce qui va se passer dans l'antenne si on la rapproche du sol. Alors je vous rassure, à l'examen, on parle toujours d'antenne en espace libre. Même si dans la vraie vie, voilà, on a un peu plus de mal. On voit ici que, alors, dans une antenne, on a, comme dans tout conducteur, on a de l'intensité et de la tension. Mon onde, elle se déplace à une certaine vitesse par rapport ici à l'alimentation. Et quand elle arrive en bout ici de mon dipôle, en fait, le courant, il fait demi-tour, puisqu'il ne sait pas où aller. Mais mon courant va faire demi-tour. En faisant un demi-tour, là, eh bien, à l'extrémité, je vais avoir autant de courant qui va aller dans un sens que de courant qui va aller dans l'autre. Si bien qu'ici, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun courant. C'est une impression parce qu'évidemment, j'en ai autant dans un sens que dans l'autre. Et à mesure ici que je me rapproche ici du point d'alimentation, eh bien, du fait de la vitesse de propagation des ondes, eh bien, je vais me retrouver avec un maximum ici au point d'alimentation. Et pour la tension, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec un maximum ici, parce que lorsque le courant fait demi-tour, pour autant la tension, elle est toujours là. Donc les deux tensions vont s'additionner, et du fait de la propagation des ondes, encore une fois, je vais avoir un minimum ici au point d'alimentation. Évidemment, ici mes deux quarts d'onde sont de même longueur, donc je vais avoir le même phénomène de chaque côté. Voilà comment on explique que l'on a une intensité nulle aux extrémités, ainsi qu'une tension maximum, et une tension, alors non pas nulle, mais minimum ici au point d'alimentation, et précisément un rapport entre la tension et l'intensité ici. Donc quand je prends la tension et je divise par l'intensité, en valeur efficace bien entendu, et bien ici j'ai 73 ohms, lorsque je suis encore une fois en espace libre, donc loin de tout obstacle. Et si je n'ai pas ici mes brins qui sont alignés, s'ils forment un angle de 120 degrés, ici, j'ai une impédance qui descend à 52 ohms. Si j'ai un angle droit, donc ici 2 fois 45 degrés finalement, l'impédance va diminuer à 36 ohms. 36 ohms étant la moitié de 73 ohms, enfin, à quelque chose près. Ça serait 72 ohms précisément si on disait que c'était la moitié pour 36 ohms. Une notion aussi qui est importante, c'est la polarisation. C'est-à-dire que
cette antenne, elle va générer un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique est composé d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et donc, ben, c'est savoir dans quel sens sont ces deux champs. Et le champ, et ce champ électromagnétique, c'est ce qui va déterminer, c'est ce qu'on appelle la polarisation de l'antenne. Comment le champ électromagnétique va être généré. Et le champ électromagnétique, donc le champ électrique, pardon, il est directement dans la même direction ici que mon dipôle. Et le champ magnétique, il est toujours perpendiculaire à 90 degrés. Enfin, perpendiculaire, ça veut dire à 90 degrés. Donc mon champ magnétique, il est vertical comme ça quand j'ai un dipôle. Voilà, donc la polarisation, c'est aussi quelque chose qui est important. Voilà, et ça, les logiciels de simulation des antennes donnent aussi, simulent aussi la polarisation de l'antenne pour savoir comment le champ électromagnétique a été généré. Bon, il y a relativement peu de questions, mais voilà. Encore moins de questions, c'est sur les autres antennes. Alors par contre, dans le cours, je vous en ai mis pas mal. Donc l'antenne ici, quart d'onde, le quart d'onde vertical, que j'ai rappelé ici. Donc en fait, le quart d'onde vertical, c'est quoi? C'est un dipôle qu'on a ici, que l'on fait basculer de 90 degrés, qu'on met vertical. Et au lieu d'avoir un deuxième brin du dipôle, là, le deuxième brin, celui qui est relié à la masse, à la tresse du câble coaxial, on le fixe ici sur un plan de sol ou une terre ou une masse. Donc un plan de sol, c'est des radians, donc ça, voilà, faut reprendre le cours, la vidéo, vous avez toutes les explications sur ces choses-là. Et évidemment, si les radians forment un angle différent ici de 90 degrés par rapport à mon brin rayonnant, eh bien l'impédance va aussi changer, puisque ici j'ai 36 ohms qui correspond à un angle de 90 degrés pour mon lorsque j'utilise ici un doublet, enfin un dipôle demi-onde. Alors, on a aussi des antennes particulières, comme les 5/8e et les 7/8e. Donc 5/8e, bah, ça veut dire que la longueur de l'antenne ne fait pas un quart d'onde, mais 5/8e d'onde ou 7/8e d'onde. Et si bien que bah, on n'a pas les mêmes diagrammes ici, enfin tout au moins les tensions et les intensités ne sont pas celles qui sont indiquées ici, comme pour le quart d'onde. Et du coup, ça a tendance à aplatir les diagrammes de rayonnement et donc à viser plutôt l'horizon. Antenne Yagi dont on parle ici, peu de questions, tout au moins ce sont les mêmes que pour l'épreuve de réglementation. Donc pour l'antenne Yagi, qui est donc une antenne avec un élément en rayonnement qui est ici un doublet et des éléments parasites devant ici et derrière ici. Devant, c'est un élément directeur qui est plus court que l'élément rayonnant et l'élément, le parasite réflecteur, c'est plus long.
Évidemment, il faut, il y a une distance à respecter là, et aussi des longueurs à respecter pour que ça fonctionne. Mais la conséquence, c'est que le, le rayonnement est privilégié dans une direction. J'étais un peu vite. Le gain d'une antenne, alors voici ici les lobes de rayonnement qu'on a déjà vu pour la partie réglementation. Quelques questions sur la puissance apparente rayonnée. La puissance apparente rayonnée, c'est la puissance d'alimentation de l'antenne multipliée par le gain, c'est-à-dire le fait ici que mon antenne, elle privilégie une direction, et donc on a l'impression que la puissance est plus importante, mais elle est juste concentrée dans une direction. Donc ça c'est la PAR, et la PIRE c'est exactement la même chose. À la différence, c'est que le gain de l'antenne est mesuré par rapport à une antenne isotropique qui n'existe pas, qui est en fait une antenne idéale qui serait un point qui rayonnerait uniformément autour de lui comme une sphère. Et donc évidemment par rapport au doublet qui est ici, on a un gain déjà naturellement puisque le doublet il rayonne pas dans la direction des brins rayonnants. Il va rayonner perpendiculairement au brin. Ici on a le brin rayonnant et donc on est dans ce sens-là. En fait, le diagramme de rayonnement d'un doublet, ça ressemble un petit peu à un tore. Donc un tore, c'est comme un donuts en fait, avec le dipôle qui passe à l'intérieur du trou du donut. Ou un pneu de voiture. Voilà, pour donner une idée. Quelques questions sur des impédances, donc ça c'est ce qu'on appelle un escargot de Smith. Ici, donc ça c'est par rapport à un quart d'onde. Donc en fonction de la longueur ici du quart d'onde, de l'antenne verticale, pardon, que vous mettez, que vous avez, ici vous avez toutes les impédances qui vont être, qui sont données. Donc lorsque vous êtes au quart d'onde, donc ici, je vais faire un petit zoom qui est peut-être plus. Voilà, hop. Le zoom, il n'a pas été au bon endroit. C'est là que je voulais faire le zoom. Ah, il veut pas. Alors, toc. On va y arriver. Voilà. Ici, vous voyez peut-être mieux. Donc ici, c'est le 36 ohms. Ça, c'est la valeur de mon quart d'onde vertical. 36 ohms. Un quart d'onde. 36 ohms. Lorsque je suis avant, donc si mon antenne est plus courte que le quart d'onde, mon antenne, elle va donc avoir une impédance réactive. C'est-à-dire qu'elle va plus faire 36 ohms, elle va faire un peu moins, mais surtout elle aura une capacitance, donc une réactance négative. Et lorsque je vais être au-delà, donc par exemple ici à 3/8 d'onde, eh bien je vais avoir une impédance plus élevée, mais surtout je vais avoir une réactance positive.
Donc je fais tourner ici enfin, ma longueur. Ici, par exemple, ici j'ai 0 à moitié chemin, là j'ai 0,46 lambda. Et ici, 0,5 lambda, donc lambda sur 2, ici. Et à lambda sur 2, j'ai une impédance de 750 ohms. Lorsque je reviens ici à 3/4 de lambda, j'ai grosso modo une 70 ohms, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'escargot de Smith, parce qu'évidemment, ça continue à tourner là, pour arriver ici à 377 ohms. C'est-à-dire l'impédance du vide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'escargot de Smith. Ah, je redescends. Ah. Alors, 100 précisément. Hop. Voilà ce que l'on peut dire sur ce... Ah, j'ai été... Sur ce chapitre, on va voir maintenant les questions d'examen, sauf si vous avez des questions. Alors, donc on va faire deux séries, la 88 et, et la 89. 88, c'est pour les questions de la soirée. Et 89, eh bien en fait, on va voir tous les chapitres vus depuis le chapitre 1. Et même chose avec la série 90. Alors la 88, on va la commencer. Alors mon téléphone, qui entre-temps s'est arrêté. Alors, hop. Zou. Voilà, comme ça, j'ai mon téléphone. Si j'ai besoin de faire des calculs, j'en aurai surtout besoin pour la deuxième série où je vais reprendre depuis le début avec la loi d'Ohm. On y va. Alors, première question. Un signal de 100 Hz correspond à quoi? Une période de 10 millisecondes, une longueur d'onde de 300 km. 3. Une pulsation de 628 radians par seconde. Quatrièmement, une période de 100 secondes. Donc 100 Hz, si je fais 1 divisé par 100, ça me donne 1 centième, donc 10 millisecondes. Donc 10 millisecondes, c'est une des bonnes réponses. Longueur d'onde de 300 km. Alors là, je suis un peu plus sceptique, parce que si je fais 300 km multiplié par 100, si ça me fait 300 000 km. Donc je suis bon. Donc c'est aussi la réponse 2. Ah non, 300 000, donc ça serait 1 kHz. Oui. Ouais. Bah oui, c'est pour ça, ça va pas. Il aurait fallu que ce soit 1 kHz. Exactement. Il y en a qui suivent. Donc 300 000 km. Donc c'est pas la 2. En revanche, la 3, elle est pas mal. Pulsation de 628 radians par seconde, puisque ma pulsation, c'est la fréquence multipliée par 6,28. Donc 100 Hz, 100 fois 6,28, ça me donne bien 628. Et une période de 100 secondes, bon, c'est bien, mais 10 millisecondes. Donc mes réponses, c'est donc 1 et 3. Ça, c'est une question un peu tordue, mais voilà, qui me semble intéressante.
Quelle est la longueur d'onde d'une fréquence de 16,5 MHz? Alors là, on va pouvoir sortir la calculette. Ma calculette qui est là. Hop. Alors, donc la fréquence est 300 divisé par 16,5. Je suis bien en mégahertz. Donc ma réponse, là, elle va être donnée en mètres. Et ça me fait donc 18,1818 mètres, donc 18,2. Ça me va bien. Quelle est la fréquence d'un signal pour une longueur d'onde 20,98? Donc je reviens en arrière. Delete, 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 delete. 20,98. 98. Ça me donne donc 14,29, 14,3 mégahertz. 14,3 mégahertz. J'ai la réponse. Période avec une longueur d'onde de 2,5 cm. Donc là, attention, je suis en centimètres, donc il faut que je transforme mes centimètres en mètres pour que ma formule, je puisse utiliser le 300. Si j'utilise 300, je dois utiliser le mètre ou le mégahertz. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je retire ça et je vais donc indiquer ma longueur d'onde en mètres. Et donc, ça me donne 0,025. Hein, mais 2,5 cm, c'est 0,025 mètres. Et ça me donne donc 12 gigahertz. Ah ouais, maintenant c'est la période. Alors la période, donc il faut que... Donc là j'ai bien 12, mais c'est 10 puissance 3, donc c'est bien des milliers de mégahertz, et des milliers de mégahertz, c'est des gigahertz. Et maintenant il faut que je calcule la période. Alors, je supprime ça et je fais 1 divisé par 12 gigas, donc exposant 9, et ça me donne donc 83 picosecondes, 10 puissance moins 12, 83 picosecondes. Ça tombe bien, j'ai la réponse. Donc là, il y a deux calculs à faire l'un derrière l'autre. Un peu tordu. Lors d'un contact via satellite, lorsque celui-ci se rapproche, donc à l'approche, on doit augmenter la fréquence. Enfin, la fréquence du satellite augmente. Donc il faut aller la chercher au-dessus. Au-dessus de la fréquence sur laquelle il doit se trouver. Évidemment, les autres réponses sont fausses. Quelles sont les ondes qui se propagent essentiellement par le sol? Alors, on va revenir sur toutes les slides. Hop, hop. Alors là, c'est pas de chance, c'est plutôt dans le cours où on a ça, puisque on a un endroit de mémoire. Voilà, c'est là où j'indique les différents types les propagations des ondes. Donc là, on voit bien que ça s'arrête grosso modo autour du mégahertz, que les ondes de sol, voilà, peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, 10 puissance 6. Donc les ondes de sol, c'est aux alentours de 1 méga, 1 méga 5.
allez, 2 mégas maximum selon l'état de la propagation. Donc, quelles sont les ondes qui se propagent essentiellement par le sol? Ce sont les ondes kilométriques. Alors, heureusement, il n'y a pas les hectométriques, parce que les hectométriques, c'est pas essentiellement, mais elles se propagent aussi par le sol. Donc, ça tombe bien, il n'y a que les kilométriques. Les décamétriques ne se propagent pas du tout par le sol, hein, puisque on a bien l'habitude en décamétrique, on a du mal à contacter des gens qui sont très proches, enfin peut-être pas dans un rayon de 50 km, mais il y a une zone d'ombre entre guillemets entre les 50 km, qui est le maximum que peut... en fait, c'est plutôt des ondes de sol, d'ailleurs, des ondes directes que des ondes de sol. Et ça reprend après à partir de 300-400 km, puisqu'il y a besoin d'une certaine distance pour que les ondes puissent se réfléchir, sauf cas particulier, mais voilà. En tout cas, décimétrique et métrique, ça passe pas du tout par des ondes de sol, ça ce sont des ondes, plutôt des ondes directes. Sur quelle couche de l'atmosphère se reflètent les ondes décamétriques? Donc les décamétriques, j'en parle même pas là-dedans. Donc les décamétriques, ouais, on aurait pu aussi parler de ça dans le cours. Voilà, les ondes décamétriques. Donc c'est les ondes HF qui se propagent par ondes réfléchies. Et donc dans ce cas-là, les ondes, elles se réfléchissent sur la couche F. La couche E, ça réfléchit, mais pas tout le temps. Donc les ondes, elles se réfléchissent finalement sur la couche F. La couche D, elle va absorber. La couche E, elle absorbe quelquefois, elle réfracte, mais elle réfléchit pas. Et la couche C, elle ne sert strictement à rien. Elle existe, mais elle ne sert à rien, ça s'appelle la mésosphère de mémoire, et elle ne sert à rien. On va regarder d'ailleurs sur le cours, puisque j'en parle quelque part, voilà. La mésosphère, c'est la couche C. Donc, troposphère, jusqu'à 10-15 km, stratosphère, jusqu'à 30-40, mésosphère jusqu'à 50, et à partir de 50 km, couche D, E, et F, avec 2 couches séparées dans la journée et une seule couche la nuit. Les 2 couches se rassemblent la nuit pour la couche F. Hop. Alors voilà, ça fait partie des questions à la noix. Vous faites un contact avec l'Inde la nuit, donc on va supposer que c'est la nuit chez vous. Vous refaites ce contact de jour. Que devez-vous faire? J'augmente ma puissance, je me décale en descendant légèrement en fréquence, je réduis ma puissance, je me décale en montant légèrement en fréquence. Alors ce qui m'interpelle un petit peu, c'est ce légèrement. Légèrement, ça sous-entend que vous restez sur la même bande. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous contactez de l'Inde la nuit, on va supposer que l'Inde, elle commence à être éclairée. Si vous êtes à la fin de la nuit, elle va commencer à être éclairée. Et quand le jour va apparaître, eh bien, tout le long du parcours de l'onde,
il va y avoir du soleil. Et si bien que ça sera ionisé. Par conséquence, soit vous changez de bande pour que le contact se fasse plus agréablement, ou alors vous pouvez réduire la puissance, puisque je vous rappelle quand même que dans la réglementation, on vous recommande d'utiliser le moins de puissance possible. Donc je réduis ma puissance. Mais évidemment, si vous utilisez la même puissance que pour le contact de nuit, ça va marcher aussi. Mais là, c'est plus une question de réglementation que de technique pure. Pourquoi en émission longue distance, donc typiquement pour mon contact avec l'Inde tout à l'heure, doit-on changer de fréquence en fonction de l'heure de la journée? C'est une obligation de l'IARU. Bah non. Le point de réflexion des ondes se déplace au cours de la journée. Alors c'est pas réellement ça. Les ondes ne se propagent que le jour. Bah non, ça se propage aussi la nuit, peut-être moins bien, mais ça se propage aussi la nuit. Les conditions de propagation changent tout au long de la journée. Ça me va bien. Donc vous voyez, question tordue quand même. Quelle est la longueur totale d'un dipôle fonctionnant sur 15 mégas? Alors, un dipôle, 15 mégas. Donc, ma fréquence, enfin ma longueur d'onde sur 15 mégas, on va le faire à la calculette. Donc, 300 divisé par 15. Ça me fait 20 mètres de longueur d'onde. Mon dipôle, c'est, on l'a dit, c'est une demi-longueur d'onde. Alors je peux aussi très bien, je divise par 2, donc ça me fait 10 mètres, mais si je commence ici par non pas 150, mais non pas 300, mais je fais 150, 105, alors je suis trop descendu là, 150 divisé par 15, je retrouve bien mes 10 mètres. Donc la formule là que j'ai indiquée, elle marche aussi. Soit on prend la longueur d'onde et on divise par 2, ou alors on prend cette formule-là, 150, donc en fait 300 divisé par 2, hein, divisé par la fréquence en mégahertz, ça me donne donc la longueur de totale, ici, de mon dipôle. Hein, la longueur totale, c'est bien ici cette longueur-là, et non pas la longueur d'un brin du cardon. Quelles sont les valeurs U et I à l'extrémité d'une antenne dipôle? Donc U maximum et I minimum. On a la même chose évidemment des deux côtés. Alors U maximum et I égale 0. Ça me va bien. Quelle est l'impédance au point d'alimentation de ce dipôle? C'est 73 ohms, puisque là, mes brins ils sont bien alignés. S'ils n'étaient pas alignés, ça pourrait être une de ces autres impédances. Qu'est-ce qu'une antenne ground plane? Alors, une antenne ground plane, donc c'est l'antenne GP, les initiales, hein, et ground plane en anglais, c'est une antenne avec plan de masse. Donc plan de masse ou plan de sol, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait ici quelque chose qui remplace le brin rayonnant qu'on a supprimé.
Alors, cette antenne GP, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Une antenne qui possède un grand gain. Bah, pas vraiment, elle a le même gain qu'une antenne, qu'un dipôle. C'est une antenne verticale, ça c'est vrai. On va voir les autres réponses. Une antenne de forte impédance, bah non, c'est 36 ohms. C'est une antenne, un doublet demi-onde, bah non, justement, c'est la moitié d'un doublet demi-onde. Dans une antenne Yagi, les éléments directeurs sont les plus longs. Alors, je ne les ai pas là, mais les éléments directeurs, c'est ce qu'il y a devant, et c'est ce qu'il y a de plus court. Alors, où est-ce qu'elle est, mon antenne Yagi? La voilà, mon antenne Yagi. Donc, les directeurs sont les plus courts. Le fait d'ajouter des éléments augmente l'impédance du brin rayonnant. Eh ben non, en fait, ça va les diminuer. L'élément réflecteur est le plus long. Oui. L'angle d'ouverture de l'antenne dépend de la longueur des éléments directeurs. En fait, non, ça va dépendre du nombre d'éléments directeurs, mais pas de leur longueur. Ah, on en arrive à des diagrammes de rayonnement. Quelle figure correspond au diagramme de rayonnement d'un dipôle demi-onde en espace libre? Alors, mais voilà, le dipôle demi-onde en espace libre, il est là. Et donc, on a plutôt ici le rayonnement horizontal, donc c'est vu du dessus de l'antenne. Dans quelle direction elle va émettre le maximum? Et on voit bien que c'est perpendiculairement ici aux brins rayonnants qui sont, les deux brins, ils sont alignés. Puisque ici, quand on regarde le côté vertical, donc deux côtés, on ne voit ici qu'un fil, enfin que le bout du fil, puisque derrière, tout est aligné derrière le fil. C'est mon fameux donuts, là, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le 2. Une station dont la PAR est de 6000 watts, avec un émetteur délivrant 15 watts, quel est le gain? Bah, là, finalement, on se retrouve avec les questions qu'on avait vues quand on avait parlé des décibels. Donc, alors, hop, on va essayer de répondre à la question. Donc, ouais. Tu crois? Ouais, 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 ça marche. Alors, effectivement, on peut le faire comme ça, mais si on veut, on peut aussi se le faire un peu plus tordu, c'est-à-dire en utilisant la vraie formule, quelque part. Alors, je suis d'accord qu'il vaut mieux, voilà, quand on est à l'aise avec les décibels, tout va bien, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, il faut réutiliser les décibels. Et la formule, c'est 10 log, ça ouvre ma parenthèse tout de suite, d'ailleurs, vous avez vu. Ouais, c'est une calculette très intelligente. 6000 divisé par 15. Et la réponse vraiment mathématique précise,
c'est 26,02 décibels. Mais le 26 qu'on vient de calculer, là, me suffit largement, je suis entièrement d'accord. Voilà, mais si on n'est pas à l'aise, avec ces calculs, on ressort la formule. On a perdu un peu de temps, mais on est certain de la réponse. Moi, j'ai une fonction log. Alors, je recommence. Je tape 10. Je pourrais, alors sur certaines calculettes, il faut mettre multiplié par. Moi, j'ai pas besoin. Parce que c'est la formule. C'est 10 log le rapport des puissances. 10 log. Un décilitre de rhum, ça va faire mal, là. Donc voilà, si je fais 10 log de 6000, donc ma puissance de sortie divisée par ma puissance d'entrée, je ferme ma parenthèse, et ça me donne bien toujours mes 26. Donc ma calculette, elle est intelligente, j'ai pas besoin de rajouter multiplier devant mon log. Mais c'est pas le cas de toutes les calculettes, hein. Hop. Là, j'ai la même question. Pardon, non, c'est une PAR là. Alors, PIRE, mais c'est bien la même chose. Là, c'est donc j'ai 20 watts. En fait, c'est des questions qui sont exactement les mêmes en réglementation. Donc j'ai 20 watts en entrée. Ma perte dans le câble, c'est 5 dB. Longueur du câble 100 mètres, mais j'en ai rien à faire. Et j'ai une antenne, voilà, pas extraordinaire, parce qu'elle me ramène un gain de 2 dB seulement. Ce qui veut dire que comme j'ai 5 dB de perte ici dans mon câble, et que je n'ai qu'une antenne qui a 2 dB, eh bien je perds 3 dB. Hein, mes pertes, c'est des dB négatifs. Mon antenne, elle me donne des dB positifs. Donc moins 5 plus 2, ça me fait moins 3. Et moins 3 dB, c'est... alors, moins 3 dB, on va le faire tout de suite. Pour transformer les décibels en rapport de puissance, là, je vais utiliser l'autre fonction qui est à côté, qui est la fonction 10 puissance x, qui est ici. C'est pas celle de l'exposant de 10, c'est celle qui est à côté du log. Moi, elle est juste au-dessus, donc il faut que je fasse Shift log. Et là, ça me donne 10 avec... et là, je mets ce que je dois indiquer. Et donc, si j'ai moins 3 dB, il faut que je mette moins 3. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là. Alors, attends. Hop. Moins 3 que je divise par 10. Et donc, ça me donne 510 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,5. Et on se souvient bien que les moins 3 dB, c'est la moitié de la puissance. Donc, j'ai bien retrouvé ici, avec ma belle formule, mais voilà, si j'avais eu un petit peu de raisonnement, je me serais souvenu que moins 3 dB, c'est ma puissance divisée par 2. Comme 3 dB, c'est la puissance multipliée par 2. Donc 20 watts divisé par 2, 10 watts. Ah ouais. Exactement.
Et quand on connaît celle-là, automatiquement, on connaît le moins 3 dB et le moins 10 dB. Donc moins 3 dB, c'est divisé par 2, moins 10 dB divisé par 10. Ça, c'est du fondamental, ça. Mais voilà, si des fois on hésite, bah, il y a toujours la sortie de la calculette, mais voilà, dans ce cas-là, c'est un peu dommage. Si la fréquence d'émission est légèrement supérieure à la fréquence de résonance du doublet, alors là, c'est là où je reviens sur, alors, pardon, ici. Alors, je vais encore zoomer, ne pas me planter. Voilà. Donc, la question, la fréquence d'émission est légèrement supérieure à la fréquence de résonance. Donc, ça veut dire que je suis plutôt dans ce coin-là. Au-delà de la fréquence de résonance, c'est le quart d'onde. Et ça veut dire que je serais plutôt, ma fréquence d'émission, elle serait plutôt par là. Et donc, si ma fréquence d'émission est plutôt dans ce coin-là, c'est donc mon impédance est égale à une résistance plus une réactance positive. Donc, une réactance, c'est une bobine en série, comme s'il y avait une bobine en série. Donc, une résistance avec une bobine. C'est quand même... Enfin, faut relire la question pour bien la comprendre déjà. Alors là, ça c'est une antenne dont on n'a pas parlé. Je ne sais même pas si j'en parle là-dedans. Ben non, j'en parle pas, comme ça c'est bien. Ah bah si, voilà, les multidoublets. Elle est ici. Et en fait, là, alors c'est pas un multidoublet, c'est un doublet avec trappe. C'est-à-dire qu'en fait, on a une antenne, donc un quart d'onde, avec ici un circuit bouchon, et qui va bloquer la fréquence de cette longueur d'onde ici. Si bien que l'antenne va avoir l'impression que c'est que l'onde, comme il y a un circuit bouchon, impédance infinie, enfin ou très grande, il va avoir l'impression que l'antenne se finit là, et donc il va repartir. Et comme le courant repart, eh bien en fait, il ne va conserver que cette longueur-là. Dès que la fréquence est différente de cette longueur qui est là, de cette longueur d'onde qui est là, et bien automatiquement le courant va voir une impédance, peut-être une petite impédance, mais ça va juste être un petit peu gênant et donc ça va le réduire un petit peu, mais il va pouvoir aller au-delà. Si bien que ce type d'antenne va résonner sur deux fréquences différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est ce que l'on appelle une trappe, qui est en fait un circuit bouchon, tout simplement. Et la question d'examen, là, eh bien, une des fréquences de résonance de l'antenne, puisqu'on n'a pas la longueur ici, ni de ce brin ici, ni du brin au-delà, la seule solution, c'est de calculer ici la fréquence de résonance de ma trappe, qui va déterminer la fréquence ici de résonance de mon dipôle, qui est juste avant la trappe. Donc je sors ma calculette, là je suis obligé de le faire, j'efface et donc je calcule la fréquence de résonance de ma trappe.
Donc je reprends tout simplement ma loi de Thomson. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6/28 ou 2π comme on veut, que je multiplie par la racine carrée de 25 nano, 25 exposant moins 9, multiplié par 400 picots, 400 exposant moins 12. Je ferme ma parenthèse, c'est mieux. Pardon, je ferme, c'est pas celle-là que je dois fermer. Je dois aller après pour fermer ma parenthèse, pour bien montrer ici, puisque je l'avais ouverte ici devant, enfin au départ, il faut que je la referme ici. Et donc la réponse est 50,3 mégas. J'ai 50 mégas, ça me va bien. Donc si je veux après calculer, 50 mégas ici, ça me fait un quart d'onde. Donc le 50 mégas, c'est le 6 mètres en longueur d'onde. Donc ici, je dois avoir 1,50 m entre ici le point d'alimentation et ma trappe pour que ça fonctionne sur 50 mégas. Et la deuxième fréquence, bah, je mets ce que je veux derrière. Alors juste un truc, c'est que pour la longueur du deuxième dipôle, là, il faudra bien voir ici que vous avez une bobine qui va avoir tendance à raccourcir le brin qu'il y a après la trappe. Bon, ça c'est ça c'est quand on bricole, donc n'oubliez pas cette bobine qui va avoir une incidence sur la fréquence de résonance du brin rayonnant après la trappe. La dernière question. La polarisation d'une antenne dépend de quoi? Bah, elle va dépendre du champ électrique, puisque c'est le champ électrique qui va déterminer la polarisation d'une antenne. J'ai répondu à tout, on va voir si on est bon. Et on n'est pas trop mauvais. On va faire la deuxième série, la 89. Je pousse ça et je vais revenir sur... Allez. Hop. Sur toutes mes slides, puisque je recommence depuis le début. Alors, ma loi d'Ohm. Puissance dissipée dans la charge, P égale à U multiplié par I, 330 multiplié par 0,5, je ne sors pas la calculette, ça me fait 165, que j'ai divisé par 2, 330 divisé par 2, ça me fait 165 watts, ça commence à chauffer un petit peu. Attends, 30 secondes, Ouais. Ah, oulala. Mais t'as raison. T'as raison, P égale non pas 8. Enfin, là, je mettais UI, mais là, c'est 330 ohms, donc c'est RI2. Donc là, il faut faire 330 multiplié par 0,5 multiplié par 0,5. Tu as entièrement raison. Il y en a un qui suit, c'est bien. Quelle est la formule vraie? R est égal à P sur U. Alors, R est égal à U2 au carré sur P. Donc, c'est pas celle-là. I est égal à racine carrée de P divisé par R. I est égal à, alors puisque ici c'est un carré, je prends la racine carrée
de P divisé par R. Donc celle-là, elle est bonne. P égale, non, RI2, et I est égal à U sur R et non pas R sur U. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, notre code couleur. Violet, bleu, vert. Violet 7, bleu 6, vert 5. Donc ça me donne 7, 6 et 5 0 derrière. Ça me fait donc 7,6 mégas. J'ai 7,6 mégas, ça me va bien. Gris, noir, vert. Gris 8, noir 0, vert 5. Donc ça me fait 80 mégas. Pardon. 80 mégas. Hop. Alors, ça c'est mes histoires là de groupement série. Donc j'ai 24 volts en tout ici. Alors j'ai 12, alors 10 et 2 ça me fait 12 kilo ohms. 12 kilo ohms en série par rapport à mes 24 volts, ce qui veut dire que je vais avoir 2 volts par kilo ohm, hein, puisque ma tension est proportionnelle aux résistances. Donc j'ai 2 volts par kilo ohm. Donc ici, je vais avoir 20 volts. Et ce qui va me donner 4 volts pour ici, cette résistance. Mais ce n'est pas la question. Et là, je n'ai pas besoin de sortir ma calculette. J'essaye de raisonner logiquement. Là, on va essayer de raisonner logiquement, mais on va aussi faire un calcul. Donc, ça, c'est un pont de Wheatstone équilibré. Donc, ici, pour que ma tension soit égale à 0 entre mes deux points, là, ça veut dire que la valeur des résistances ici, 4 et 7,5 mégas, kilo ohm, va être proportionnelle aux valeurs que j'ai ici. Ou dans l'autre sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est aussi valable, ça c'est la magie des mathématiques, si c'est proportionnel dans ce sens-là, c'est aussi proportionnel horizontalement. Hein, si c'est proportionnel verticalement, c'est proportionnel horizontalement. Donc on peut choisir celui qu'on veut. Voilà, moi je vais plutôt, parce que je suis fainéant, et donc je vais plutôt choisir la manière horizontale. Donc on voit bien que là j'ai doublé la valeur. Donc ici, 7,5, je vais doubler ma valeur. Donc 7,5 fois 2, 15 kg. Là voilà. Je peux aussi utiliser mon produit en croix. Mon produit en croix, c'est quoi? C'est ici le produit de la deuxième diagonale. Hein, la première diagonale, c'est celle où j'ai mon inconnu. La deuxième diagonale, je n'ai pas l'inconnu. Donc je fais 8 fois 7,5. 7,5 et je divise par la valeur opposée, 4. Et j'obtiens aussi 15, au miracle de la technique. Voilà, donc il y a deux manières de répondre, soit en essayant de raisonner, ou alors en utilisant ça s'appelle le produit en croix, ça. Mais ça marche bien, les deux fonctionnent très bien.
Alors, quelle formule permet de passer de V maximum à V efficace? Alors, V maximum à V efficace. Donc, V efficace, c'est U maximum divisé par racine de 2 ou multiplié par 0,707. Alors ça, c'est plutôt celle-là, puisque j'ai divisé par racine de 2, multiplié par 1 divisé par racine de 2. Donc c'est plutôt cette formule-là. Alors c'est assez mal présenté, mais voilà, ça fait partie, ça, des questions d'examen. Présenté comme ça à l'examen, visiblement. Alors, les bobines à présent. Ah, j'étais un peu rapide, la voilà. Une bobine de 4 nano-henry à 5 spires. Combien faudrait-il de spires pour obtenir 16 nano-henry? Donc, j'ai quadruplé ici la valeur de la bobine. J'ai quadruplé de la valeur de la bobine. Et quand je regarde ici ma formule, c'est le nombre de spires au carré. Donc le fait ici de quadrupler la valeur de la bobine, ça veut dire que j'ai multiplié par 2 le nombre de spires. Donc je prends la racine carrée de l'écart de valeur de bobine. J'ai quadruplé. Donc je dois avoir 10 spires à ma bobine. Ça, c'est assez contre-intuitif. Le diamètre au carré, c'est plus facile, puisque le diamètre au carré, c'est finalement la section. Donc plus l'intérieur ici de la bobine est large, plus la valeur est grande, puisque plus le champ magnétique peut passer à l'intérieur. Donc le diamètre au carré, ça c'est logique. Le nombre de spires au carré, ça l'est un peu moins. La valeur des condensateurs en série, elle est là. Donc quand mes condensateurs sont en parallèle, ça s'additionne, comme ici. Donc 25 plus 25, ça me fait 50. Et 50 que je mets en série avec un autre condensateur de 50, ben finalement je divise par 2. C'est comme pour mes résistances, des valeurs de condensateurs en série, enfin des valeurs identiques en série, je divise par le nombre de condensateurs qui sont en série. Et donc ça me donne 25 picofarads. Ah, la pile. Alors là, on passe directement à la pile. Alors là, j'ai pas de formule, donc il va falloir que j'utilise la loi d'Ohm. Quelle est la résistance interne de la pile? Donc, la force électromotrice est de 9 volts. La tension, finalement, au bord de ma résistance interne, c'est quoi? C'est ma force électromotrice moins la tension aux bornes de ma résistance. Donc c'est 1 volt. Et mon intensité, c'est 10 milliampères. Donc 1 volt divisé par 10 milliampères, ça me fait 100 ohms. J'ai pas sorti ma calculette. Enfin bon, je pense qu'on peut s'en passer sur cette question. Quelle est la fréquence de coupure? Là, par contre, la calculette, là, je suis oublié de l'avoir. On va se le faire. Alors, la fréquence de coupure, donc c'est
1 divisé par 2 fois pi fois r fois c. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6,28, donc 2 fois pi c'est 6,28, multiplié par R, 2 kg, 2 exposant 3, parce que ce sont des kilos, et je multiplie par la valeur du condensateur, donc 500, exposant moins 9, puisque ce sont des nanos. Je ferme ma parenthèse, et la réponse c'est 159, donc 159 Hertz, voilà, arrondi à 160. Fréquence de résonance de ce circuit avec une valeur de bobine, des pico-Henry, c'est-à-dire pas grand-chose, rien du tout, et une valeur de condensateur énorme. Mais bon, peu importe, c'est pas très réaliste par rapport à nos applications, mais voilà. Donc, on reprend la formule de Thomson, donc 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6,28 multiplié par la racine carrée de 2 pico-Henry, oui, 2, je n'ai pas l'habitude de travailler en pico-Henry, moi, exposant moins 12, que je multiplie par 50 microfarads, 50, exposant moins 6 pour des microfarads. Et là, je vais jusqu'au bout, je ferme ma parenthèse, et la réponse c'est, on va dire 16, on arrondit, 16 mégas, puisque c'est 10 puissance 6. Est-ce que j'ai 16 mégas? Yes. Ok, salut. Transformateur. Alors là, c'est mes circuits, mon taux de sélectivité. Alors on arrive au taux de sélectivité. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Donc le taux de sélectivité, c'est la bande passante à moins 3 dB. Donc ici, moins 3 dB, c'est donc cette largeur de bande-là, divisé par ce qu'on appelle la réjection ultime, donc la bande passante à moins 60 dB, donc cette largeur-là. Entre les deux, là, 1836 et 1824, j'ai 12. Et là, 1770 à 1890, j'ai 120. Donc je fais 12 divisé par 120, ça me fait 10%, et je sélectionne 10%. Tout simplement. Bon, c'est des valeurs un peu tordues, mais bon. Alors, ensuite, on en arrive aux transistors. Oh, même plus que les transistors, là, d'ailleurs. On en est aux amplificateurs. Quelle est la propriété essentielle d'un amplificateur en classe A? Elle est utilisée pour des puissances élevées en sortie. Bah non, pas vraiment. Elle possède une grande linéarité, ça c'est vrai. Elle est utilisée pour les mélangeurs. Non, les mélangeurs, justement, on n'utilise pas la classe A qui est bien linéaire, puisqu'un mélangeur, c'est plutôt un étage non linéaire. Elle est utilisée pour l'étage multiplicateur de fréquences, même chose, c'est plutôt un amplificateur en classe C qu'on va utiliser pour les étages multiplicateurs, puisque la classe C génère des harmoniques en veux-tu, en voilà. Un signal FM dont l'excursion passe, dont l'excursion de fréquence delta passe par un doubleur de fréquence, la nouvelle excursion sera à 2 fois delta. Je double l'excursion, c'est-à-dire que ça prend 2 fois plus de place.
Quelle est l'affirmation vraie? Alors là, j'en suis au multiplicateur. On avance. Enfin, multiplicateur, ou je ne sais pas trop où j'en suis là. Alors, l'affirmation vraie. Un multiplicateur RF est souvent monté en classe C. Ça, c'est vrai. Le spectre d'un signal passant par un multiplicateur n'est modifié que si le multiplicateur n'est pas linéaire. J'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire cette affirmation. Pour multiplier une fréquence par 5, on peut utiliser un multiplicateur de 2 suivi d'un multiplicateur de 2,5. Bah non, puisque un multiplicateur, c'est toujours un nombre entier. Donc 2, 3, 5, tout ce que vous voulez, mais toujours un nombre entier. Et 2,5 n'est pas un nombre entier par définition. Pour multiplier une fréquence par 5, on peut utiliser un multiplicateur par 2 suivi d'un multiplicateur par 3. Bon, ça va faire multiplier par 6, mais en tout cas pas par 5. Un mélangeur. Alors, mélangeur, c'est après les multiplicateurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça additionne et soustrait les tensions présentes à ses entrées. Non. Un mélangeur, ça multiplie. Ça multiplie les tensions présentes sur ses entrées. C'est ça. En revanche, ça additionne et ça soustrait les fréquences. Mais ne pas confondre les tensions et les fréquences. Divise les tensions présentes est une sorte d'amplificateur linéaire. Un mélangeur n'est pas linéaire. Fréquence d'un signal de longueur d'onde 2 mm. Alors, ben voilà, on en arrive au cours de la soirée. Alors, 2 mm, on va prendre la calculette. On supprime tout ça. Alors, ma fréquence est donc, alors c'est le deuxième là, fréquence en mégahertz et longueur d'onde en mètres. Donc je fais 300 divisé par ma longueur d'onde en mètres, et donc 2 mm, c'est 0,002 mètres, ce qui fait 150 10 puissance 3, donc 150 000 mégas ou 150 gigas, ce qui est des fréquences très élevées. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde sur ces fréquences-là. Quel est le mode de propagation des ondes hectométriques dans la journée? Alors les hectométriques, on va reprendre le cours. On va remonter un peu, parce que j'en parle pas dans le PDF. Les hectométriques, ce sont celles-là. Et on voit qu'elles sont à la limite, finalement, des ondes de sol et des ondes réfléchies. Alors plus précisément, la journée, ce sont des ondes de sol, et à la tombée de la nuit, ça devient des ondes réfléchies. Donc ça marche mieux la nuit que le jour, ça va plus loin. Et l'hiver, du coup, on va avoir le même effet. Donc ce sont des ondes de sol dans la journée. Quelle est la fréquence de fonctionnement de ce quart d'onde vertical? Hein? Sur la question 3, ouais. Bon, voilà. Alors, la question 3.
7, 6 et vert. La question 4. Gris, c'est 8. Noir, c'est 0. Et vert, c'est 5, c'est 5 0 derrière. 5 et 1, 6 avec le noir, donc c'est 8 mégas. C'est pas 80. Ah, ouais. Non, parce que moi j'ai un MIMO sur bois vert, je sais que c'est méga quelque chose. Ouais, non, mais t'as entièrement raison. Merci. T'as entièrement raison. Ouais. On va y arriver. Comme quoi, il faut relire les questions quand on... Vous voyez, on a encore un peu le temps, là. 22 minutes, la demi-heure n'est pas encore passée. On va revenir sur la question numéro 20. Donc, quelle est la fréquence de fonctionnement de cette antenne quart d'onde verticale? Donc, un quart d'onde, donc ça veut dire que mon onde entière, elle fera 20 mètres. Et 20 mètres, quand je prends... alors, je vais prendre 20 mètres, donc je fais 300 divisé par 20. Et la fréquence, ça va être 15 mégas. Alors, précisément, en fait, dans la pratique, on s'aperçoit que les antennes sont juste un tout petit peu plus courtes que la longueur d'onde, parce que dans l'antenne, la vitesse de propagation des ondes n'est pas exactement la vitesse dans le vide, ça va un tout petit peu moins vite. Et alors, ça va dépendre du métal dont est constituée l'antenne. C'est-à-dire que si vous prenez du fil de cuivre ou des tubes d'aluminium, eh ben, ça va pas avoir le même coefficient de vélocité. Voilà, donc voilà, c'est juste... alors, dans un sens, c'est pas très grave, puisque si l'antenne est trop longue, c'est facile à la raccourcir, hein. On prend la scie ou la tenaille et voilà, on la raccourcit. Si elle est trop courte, ben c'est dommage parce que faut tout recommencer. Donc voilà, on va voir si on est... Et voilà, donc merci d'avoir corrigé l'erreur de la numéro 4. On n'est pas trop mauvais ce soir. Je reviens sur mon PDF. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. À la semaine prochaine. Bye bye.